d'année, ça va être revu dans peu de temps et on a aussi une page Facebook qui vous informe donc sur toutes les actualités de l'association. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir donc, de vous montrer donc, en partenariat avec le CAIE ce conférence, on va dire, ce qui était initialement un atelier, cette conférence donc, sur la conception de la maison bioclimatique. Donc avec les CAIE, on a mis en place donc un atelier qu'on a déjà fait il y a à peu près 2 ans avec, je pense, une 25-30 participants. C'était très bien, ça s'est déroulé à l'Écopole. Donc, la situation sanitaire nous a obligés de le transformer en conférence. Donc, malheureusement, voilà, il y a peut-être moins d'échanges possibles. À l'époque, on a travaillé en petits groupes, mais on a dit que ce serait dommage de tout annuler. Donc, on a essayé de l'adapter ça. Donc, c'est Nicolas Duverger qui va présenter donc, sa structure, le CAIE, et qui vous fait après donc, son diaporama sur voilà, le sujet concevoir la maison bioclimatique. Et donc, à la fin, comme Aude a dit, je vais vous présenter donc, un cas concret d'une rénovation bioclimatique avec donc, on va dire, quelques aperçus parce que c'est ma propre maison qui me sert aussi un peu comme laboratoire avec donc tous les avantages, les inconvénients et les possibilités peut-être aussi de réajuster une fois qu'on voit que peut-être dans la conception, il y a encore des petits défauts. Tout ça me sert aussi pour faire mieux après dans les projets avec mes clients. Voilà, donc je passe la parole à Nicolas. Merci. Merci Tancred. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Nicolas Duverger et je suis architecte et directeur du CAIE du Finistère. En 2 mots, voire un peu plus, je vais vous présenter le CAIE. C'est une association départementale mise en place dans le cadre de l'application de la loi sur l'architecture, cette loi de 1977 qui décrète l'intérêt public de l'architecture. Le CAIE du Finistère a tardé à se mettre en place puisqu'il est arrivé en 2014 sous l'impulsion des conseillers départementaux de l'époque. Et moi, je suis arrivé pour créer toute pièce cette structure. J'arrive en provenance du CAIE de la Sarthe que j'ai dirigé auparavant une dizaine d'années. Nous sommes une petite équipe, 8 personnes, 4 architectes, 3 paysagistes, une assistante de direction, employés sur 4 missions fondatrices, hein, les 4 missions qui sont écrites dans cette loi de 77 sur l'architecture: le conseil, la formation, la sensibilisation et l'information des publics dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Concrètement, ça se traduit, s'agissant du conseil aux particuliers, par 8 lieux de permanence répartis sur l'ensemble du territoire finistérien, où les particuliers, porteurs de projets, peuvent consulter un architecte, quelqu'un de l'équipe, ça peut être moi, ça peut être un collègue, une collègue, sous la forme d'une consultance type finalement médicale, c'est assez proche, c'est-à-dire qu'on reçoit les particuliers, lesquels sont invités à exprimer assez rapidement leur projet à travers d'éléments de représentation, des photographies, des croquis, voire des notes. Et à partir de là, on esquisse, vous voyez, comme on le voit sur l'écran, une petite ordonnance finalement, une petite fiche conseil qui traduit les grandes orientations du projet, qui permet aux particuliers, alors parfois c'est dessiné hein, de cette manière-là, parfois c'est simplement quelques indications plutôt littéraires, qui permettent aux particuliers de partir dans une direction méthodologique, d'être aussi rassuré sur la faisabilité de son projet. Et puis, ce travail-là aussi facilite le parcours du projet, notamment auprès des instructeurs de permis de construire, mais aussi auprès de l'architecte des bâtiments de France quand on a recours, quand on est dans un secteur monument historique. Chaque année, c'est 500 à 600 particuliers qui consultent le CAIE. C'est un conseil gratuit. Ça, c'est important de le dire. Gratuit, pourquoi? Parce que le CAIE est financé par une taxe, une partie de la taxe d'aménagement, qui comprend part départementale deux finalités. D'une part, le financement du CAIE, un budget de 645 000 euros, et d'autre part, le financement des espaces naturels et sensibles, propriété du département, environ 4 000 hectares. Donc, nous sommes une association de droit privé avec des missions de service public, ce qui en fait un outil tout à fait original et qui, en 77, préfigure la décentralisation
et qui ont fait un outil, j'ose le croire, d'une grande modernité, notamment parce que la gouvernance est collégiale. Au sein du conseil d'administration, on y trouve à la fois des représentants des élus du conseil départemental, mais aussi des représentants des services de l'État, architectes des bâtiments de France, des DTM, services de l'éducation nationale, et puis des représentants des professions concernées, architectes, urbanistes, paysagistes, et aussi des membres élus par l'Assemblée générale. Et dans ce collège, on peut retrouver par exemple des chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres des métiers, etc. Donc ça en fait un lieu de débat, d'échange sur les grands enjeux finistériens ou départementaux en matière d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Par ailleurs, nous accompagnons les collectivités sur différents projets d'urbanisme, d'architecture, de paysage. Une centaine de collectivités font appel à nous dans les premiers temps du projet, un peu comme pour le conseil au particulier, mais bien sûr sur des échelles un peu plus importantes. Nous développons des actions pédagogiques à l'attention notamment des publics les plus jeunes. Ça va de la maternelle jusqu'aux écoles d'architecture, puisque je peux intervenir aussi dans les cursus de l'école d'architecture de Bretagne. Notamment, je fais une apparition dans le cadre de la HMONP, habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. J'interviens aussi ponctuellement à Géoarchitecture et on met en œuvre un certain nombre d'ateliers sur tout le département à destination des plus jeunes. Alors là, c'était l'image que vous avez en face, là, c'était un atelier à Ederne, dans une petite école, où nous avons, au travers d'une dizaine d'ateliers, conçu des nichoirs à oiseaux. Ces nichoirs étant un prétexte pour parler finalement de la façade et de l'usager. Et l'usager, c'est le type d'oiseau qui doit rentrer dans ce nichoir. Et donc, ça amène des notions auprès des plus jeunes d'ergonomie, d'espace et de travail sur l'harmonie de la façade. Nous organisons aussi un certain nombre d'expositions. Là, vous avez face à vous une exposition qui a été produite par le CAU du Finistère sur la question des clôtures et des portails, à la fois pour révéler ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour mettre en avant des évolutions sociétales, et notamment, on assiste tous aujourd'hui à une espèce d'enclosure, d'enfermement des propriétés privées. Et donc, quelque part, en les montrant, en les affichant, ces phénomènes à l'œuvre, c'est aussi une manière de responsabiliser tout un chacun sur l'impact de nos décisions propres, individuelles, personnelles, domestiques, sur la question du commun et de l'espace public. Nous organisons, alors voilà, une autre exposition sur les maisons. Donc, c'est la première exposition montée en 2015 sur 10 maisons particulières au XXe siècle, donc une traversée de l'histoire du XXe siècle finistérienne, hein, sur 10 maisons un peu parangon, prototypes emblématiques, et puis auxquelles on a voulu associer 10 maisons d'aujourd'hui pour mettre en relation l'évolution de la construction. Et puis nous animions jusqu'à l'année dernière, qui était une période un peu charnière, un peu fatidique en raison du Covid, un printemps de l'architecture avec d'autres partenaires. Et l'approche Ecohabitat, l'Écopole, faisait partie des partenaires de cette manifestation annuelle qui rassemblait un bouquet de manifestations en faveur de la diffusion d'une culture architecturale, urbaine et paysagère à l'échelle du département. Voilà, au pas de charge, la présentation du CIE. Nos portes sont ouvertes, dans la mesure Covid permettant, comme on dit maintenant, sur Quimper, mais nous nous déplaçons volontiers. Alors, pas chez les particuliers, parce qu'on serait un petit peu submergé de demandes. En tout cas, on a un site internet, on a une page Facebook, on communique sur Instagram, on a des émissions de télévision aussi qui s'intitulent Archi à l'Ouest, qui sont coproduites avec TBO et les partenaires bretons que sont les CIE 22 et CIE 56, et donc une émission annuelle. Vous avez d'ailleurs une émission consacrée à l'architecture bioclimatique, donc je vous invite à les télécharger depuis le site de TBO. Voilà. On va parler ce matin, alors sur un mode un peu unilatéral, et ça, on est tous désolés, parce qu'on aime bien pouvoir échanger un regard, une discussion, enfin un point de vue sur le discours qu'on essaie de tenir. On va essayer de parler de la conception d'une maison bioclimatique d'une manière, j'allais dire, quasi empirique. En tout cas, on a voulu aborder cette thématique de manière la plus didactique possible, de manière la plus concrète, sous une forme de pas à pas qui traduit la démarche de projet.
On ne va pas parler de réglementation, on ne va pas parler de normes. Ça, c'est des choses qui viennent en bout de course, on les connaît, ça fait partie de nos métiers. En revanche, on va parler très simplement de la manière d'appréhender un projet de maison bioclimatique. Alors, je reviens en arrière pour vous parler de la première maison, parce qu'on présente des exemples, et donc je pense que c'est intéressant aussi de dire où se situent ces exemples. Cette première maison-là, elle est construite à Moëlan-sur-Mer. Les architectes sont Émilien Robin et Julien Boideau, des architectes qui ont construit pour les parents de l'un des deux, d'ailleurs, soit Émilien, cette petite maison voulue comme un couteau suisse. C'est une maison qui est extrêmement économe, et qui a la particularité de se poser tout en délicatesse sur un sol sans perturber la végétation et tout en tirant profit, en maximisant les potentialités du site. On voit qu'on s'inscrit dans un verger, que les arbres ont été conservés, la maison s'est posée au milieu de ces arbres, elle s'adosse à la partie nord du terrain et elle s'ouvre très généreusement par ces grands ouvrants qui peuvent d'ailleurs disposer de fermetures avec ces contrevents en accordéon. Elle s'ouvre très généreusement sur un jardin préservé. Donc, on est à Moëlan-sur-Mer. Cette deuxième maison qui fait la couverture de cette petite conférence. Alors, j'ai oublié de cadrer. On se donne jusqu'à 11h30 hein, maximum. C'est par expérience assez vite saoulant pour vous comme pour nous de déborder au-delà de l'heure et demie. Mais sauf si vous avez des questions et que vous souhaitez qu'on prolonge, on sera bien sûr disponible. Mais on pense que c'est important de cadrer un petit peu les choses. Cette maison, elle est à Logona d'Aulas et à l'image de la première maison, elle respecte complètement le site d'implantation. Là aussi, elle se pose avec des fondations extrêmement légères sur un verger, pas très loin d'ailleurs d'un cours d'eau. Ce n'est pas une zone humide, mais on n'est pas très loin d'un cours d'eau. On a un sol un peu compliqué et d'où le parti pris de cette structure extrêmement légère, une maison de plein pied et qui dispose d'espaces supplémentaires très généreux. Donc, c'est certes bioclimatique. Voilà, tout ça pour introduire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison bioclimatique? Alors, le nom est évocateur, porte lui-même enfin, voilà, la définition, mais on pourrait dire que c'est déjà une maison qui compose avec son environnement. C'est une maison qui interagit avec le climat. Ça, c'est essentiel, donc ça nécessite de savoir où vient se poser la maison, où est-ce qu'on va construire, et donc de comprendre au mieux les paramètres locaux. C'est une maison qui capte l'énergie solaire, donc qui tire profit, on va dire passivement, de l'énergie disponible gratuitement, celle du soleil. C'est une maison qui limite son empreinte. On parle d'empreinte écologique généralement, et donc c'est une maison qui est finalement responsable en matière d'écologie et qui limite la pollution et donc qui évite de gréver un site et des ressources. C'est une maison passive, comme je viens de le dire, dans le sens où elle reçoit passivement l'énergie du soleil sans déployer de technologie à outrance. C'est bien sûr une maison durable, dans le sens où elle s'inscrit durablement dans un site. Enfin, on pourrait parler de soutenable, hein, puisque la question du durable, c'est la traduction du soutenable anglais. C'est une maison économique, pas nécessairement à l'investissement, mais sur le long terme. C'est une maison consciente du coût global, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être un petit surcoût à l'investissement, mais en revanche, ce surcoût est largement épongé au fil de l'usage de la maison, puisqu'on n'a plus de chauffage finalement à payer, et les charges sont extrêmement réduites. C'est une maison rustique, alors ça c'est mon point de vue, moi je plaide pour des architectures les plus rustiques possibles, hein, dans le sens pratique, pérenne, économe, qui resitue l'individu, l'homme et la femme, les habitants, au cœur même des dispositifs. C'est eux qui sont acteurs de l'habitat. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la domotique qui va remplacer l'action humaine. Ça, c'est essentiel. On a vu ce que ça pouvait provoquer, la domotique. Alors, c'est vrai que ça peut proposer des avancées technologiques, ça peut nous faciliter la vie, mais ça peut aussi, à contrario, provoquer la faute sur mer, c'est-à-dire des gens qui meurent noyés dans leur maison parce que les volets roulants n'ont pas pu s'actionner sous l'effet de la marée et donc du raz-de-marée. Alors, c'est un cas extrême, voilà. Mais toute avancée technologique, comme le dit le philosophe Paul Virilio, porte en elle les germes de l'accident, hein, finalement. Donc, si on peut limiter les risques, et puis si simplement on peut resituer d'une façon, j'allais dire quasi philosophique, l'homme au cœur même d'un dispositif, moi, ça me semble pas mal. C'est une maison inspirée,
dans le sens où elle tire profit de l'histoire des lieux. Elle s'inspire finalement du déjà là. Ça peut être la végétation, la topographie, ça peut être les maisons voisines, l'architecture dite vernaculaire, l'architecture du lieu. Et donc en s'inspirant de l'existant, on voit qu'on a une potentialité énorme qui s'ouvre à nous. Et puis c'est bien sûr une maison écologique, voilà, si on fait simple, et c'est pour finir une maison d'ici. Et donc c'est une maison qui est partie prenante d'un lieu. C'est pas un chalet suisse ou un chalet basque, c'est pas une maison canadienne qu'on vient apporter, c'est pas une maison méditerranéenne, c'est une maison qui est conçue pour un lieu précis. Voilà, qui peut se nourrir d'un certain nombre d'influences, mais qui répond à une situation locale. La première chose à comprendre, c'est le climat. Comment ça fonctionne? Bon, là, voilà, on a cette cartographie de la Bretagne et on voit une disparité de climat entre le pays de Rennes à l'est et puis l'extrême occident, c'est notre région, avec une partie centrale, cette espèce de croissant un peu verdâtre qui correspond à une zone climatique dite des monts d'Arrée, dotée d'hivers plutôt froids, peu de chaleur et de fortes pluies. On a une ceinture côtière en bleu, enfin littorale, plutôt ventée. Alors, ce qu'on ne voit pas apparaître là, c'est la question des microclimats. Il faut bien sûr rentrer plus en détail, et c'est là où l'observation du déjà là est essentielle. Parce qu'en fonction de la situation, de l'orientation de la côte, etc., on n'a pas les mêmes atouts, les mêmes contraintes. Ouais, voilà, en 2 mots, voilà, comment se situe le Finistère dans la question climatique. Alors après, si on rentre un petit peu plus dans les cartes, il faut être attentif à la question de la pluviométrie, à l'ensoleillement, les heures d'insolation, par exemple, les nombres de jours de chaleur aussi, c'est une indication assez forte. Alors ça évolue, bien sûr, et on sait qu'il y a une tendance plutôt à la hausse, mais on voit que sur la grande partie du Finistère, on a moins de 10 jours avec des températures supérieures à 25 degrés. Alors que quand on est du côté de Rennes, vous voyez, on a presque plus de 50 jours annuels avec une chaleur supérieure à 25 degrés. Les nombres de jours de gel, en revanche, sont extrêmement faibles en Finistère. Finalement, on n'a pas une amplitude thermique, hein, un écart entre le froid et le chaud qui est dans une journée entre la nuit et le jour, en gros, qui est très important. On a un climat qui est doux, océanique. Et donc, cette indication peut avoir une incidence sur la conception, notamment sur la notion d'inertie des murs et sur la question de l'isolation et de la ventilation. On en parlera tout à l'heure, hein, de ces conséquences. Il faut aussi comprendre, et précisément en Finistère, le vent joue un rôle prépondérant, qu'on a une dominance de vent sud, sud-ouest, sud-est, enfin sud, on va dire, de sud à ouest. Vous voyez la rose des vents à Quimper, donc qui est à peu près la même sur l'ensemble du Finistère, alors qui peut aussi être déjoué par un accident topographique, hein, une colline, un vallonnement, etc., ou des plantations d'arbres. Ensuite, pour le climat, il faut comprendre aussi comment fonctionne le soleil. Ça me paraît très simple, hein. Tout ce que je dis là, ça paraît du bon sens. Effectivement, c'est du bon sens, sauf que l'homme moderne, finalement, a perdu tous ses repères et oublie trop souvent d'observer la nature et de se situer au sein de la nature. On prétend dominer, être au-dessus, dompter, canaliser, et on est très vite rattrapé par elle. Et quand on veut concevoir une maison qui soit partie prenante d'un site, il faut regarder tout ça. C'est ce que faisaient finalement les paysans qui vivaient de plein fouet les incidents climatiques, qui vivaient dans leur chair finalement l'ensoleillement, la pluie, le froid, etc. Et donc qui, par nécessité, devaient trouver la meilleure solution de repli, d'abri pour vivre au mieux. Et finalement, il faut retrouver ce bon sens pour se mettre en marche dans une logique de construction écologique. Donc en latitude 47 degrés nord, qui correspond à notre situation géographique, l'ensoleillement, bien sûr, n'est pas le même, enfin la hauteur du soleil, on va dire, n'est pas la même en hiver ou en été. Je ne sais pas pourquoi il y a un S à hiver, je me suis trompé, il y a une petite faute. En hiver, le soleil, comme vous le savez, est rasant et donc il a une faculté à pénétrer plus loin à l'intérieur de la maison. En revanche, en été,
il cogne plus fort, mais il est plus haut. Donc l'angle elle est plus important, 66 degrés. D'accord? Et la course entre l'hiver et l'été n'est pas la même. Vous voyez? Vous avez c'est la petite rose, la petite parcours du soleil en été et en hiver qu'on a en bas à gauche. Donc vous avez la course au soleil en été et puis la même en hiver. Donc l'amplitude est beaucoup plus faible. Là, bon, je vous épargne ça dit la même chose, mais de façon un peu plus complexe. Alors, c'est quoi les conséquences? Une fois qu'on a compris, finalement, le climat d'un lieu, toutes les données que je viens d'évoquer, on va essayer de travailler une architecture qui va capter l'énergie du soleil de façon passive. Et comment on fait pour capter au mieux l'énergie du soleil? Eh bien, ça passe par trois données. C'est l'orientation des vitrages, au mieux, hein, pour tirer profit de cette course. C'est l'inertie thermique, donc on y reviendra, des notions d'inertie. Et puis, c'est la question de la serre de captation qui permet de gérer. Donc, c'est la combinaison de ces trois données qui va faire une maison bioclimatique. Bon, ben, on va commencer par la serre de captation, d'ailleurs. Une maison bioclimatique doit être dotée d'un élément de captation. Donc, c'est une serre où c'est des vitrages abondants, orientés plutôt sud, sud-ouest, comme on l'a vu. L'hiver, l'idée, c'est de capter un maximum la chaleur du soleil via cette serre. Bon, si vous êtes jardinier, vous savez ce que ça produit, une serre. Hein, vous êtes tous rentrés dans une serre, ça chauffe l'air, hein, tout simplement. Et donc, en chauffant l'air, l'idée, c'est de chauffer une paroi inerte, massive, à l'interface entre la serre et la maison. Et cette paroi inerte, stockant la chaleur, va ce qu'on appelle déphaser cette chaleur. C'est l'inertie finalement d'une paroi. Ça va déphaser, donc ça va restituer cette chaleur en hiver par rayonnement au bénéfice de l'habitation. Et donc ça va agir comme un chauffage passif. D'accord? Donc en hiver, on ferme la serre, on a un matelas d'air qui chauffe une paroi, laquelle paroi rayonne par inertie, déphase à l'intérieur de la maison et donc chauffe passivement. En été, bien sûr, il va falloir déjouer les contraintes de surchauffe en aérant un maximum la serre de captation par une ventilation naturelle, c'est-à-dire partie basse, entrée d'air frais, partie haute, évacuation de l'air chaud, puisque l'air chaud a tendance à monter. D'accord? Et donc, l'idée, c'est que la nuit, on puisse bénéficier par cette serre de captation d'un rafraîchissement de la paroi inerte. C'est ce qu'on voit ici. Donc, cette circulation d'air va agir comme un matelas d'air frais qui va climatiser, tempérer passivement la paroi inerte. C'est des dispositifs extrêmement simples, empiriques, mais qui fonctionnent super bien. La stratégie thermique, ben, c'est celle que je viens d'évoquer ici. C'est en hiver, c'est capter, c'est stocker la chaleur, c'est limiter, bien sûr, la chaleur, et c'est distribuer. En été, c'est plutôt se protéger, c'est aussi limiter, c'est ventiler. D'accord? C'est ce qu'on voit là, une ventilation haute et basse qui permet de traverser la maison. D'accord? Donc l'hiver, c'est la stratégie du chaud. On essaye de se chauffer. L'hiver, bien sûr, on essaie de climatiser passivement l'habitation. Alors, il y a une donnée qui est essentielle quand on s'établit sur un lieu, c'est la végétation. La végétation produit des bénéfices sur la conception, peut avoir des bénéfices sur la conception architecturale, parce que ça peut être un moyen de se protéger du vent, comme on le voit là. Hein. Donc, un rideau d'arbres à feuilles caduques permet l'hiver de filtrer une partie, alors c'est ici, voilà, c'est en bas, filtrer, mais de laisser passer les rayons du soleil et donc de permettre à la maison de disposer d'un maximum de chaleur. Je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos. Et en partie estivale, les feuilles vont arrêter les rayons du soleil et donc vont tempérer l'ardeur du soleil et donc permettre à la maison de rester fraîche. La protection au vent, bah, elle est évidente. On se méfiera quand même des végétaux à feuilles persistantes, comme les résineux notamment, qui peuvent entraîner des dépressions
devant des effets dits Venturi, des accélérations des courants d'air néfastes finalement du point de vue climatique. On peut aussi jouer sur un mur végétal. Alors quand on parle de mur végétal, le meilleur mur végétal, c'est une vigne vierge, par exemple, ou du lierre. On considère qu'une façade plein sud avec une vigne vierge qui viendrait couvrir l'ensemble peut bénéficier d'une protection d'environ 2 degrés, 2 à 3 degrés. Donc c'est pas rien, quoi. Ça peut faire baisser de 2 à 3 degrés la chaleur sur la paroi. Donc c'est intéressant, ça peut être intéressant de combiner avec la végétation qui va coloniser une façade. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est la notion de confort thermique et qui est liée à des sensations finalement. Et ça repose sur 3 notions, à la fois la température de l'air et des murs, l'humidité de l'air, le degré d'humidité, le taux d'humidité à l'intérieur du bâtiment, et puis c'est les mouvements de l'air à l'intérieur. Et donc le confort, c'est essayer de maîtriser ces 3 paramètres. Alors, j'essaie de me rappeler, de me resituer dans mon diaporama pour savoir si je ne suis pas redondant. Ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, alors attendez, je vais passer assez vite. Tac, tac. Non, on va revenir là-dessus. OK. On va revenir là-dessus. Sur les modes de chauffage, on n'en parle pas. Bon, en gros, il y a 3 modes de chauffage. Il y a un mode de chauffage par rayonnement, c'est-à-dire que c'est les murs ou un système de chauffage type radiateur inerte avec de l'eau en fonte qui vont rayonner. D'accord ? Donc, c'est l'accumulation de la chaleur dans un matériau qui, par rayonnement, va chauffer l'air. Vous avez un mode de chauffage par convection. Et donc là, on va essayer de chauffer l'air. Donc, c'est les grippins électriques. Bon. Et donc, on est tributaire des courants d'air, etc. Et donc, ça produit assez peu de qualité, enfin de confort. Et puis, vous avez une transmission aussi de chaleur par conduction. Donc là, c'est le fer au contact par exemple, du chaud qui va chauffer. Bon, voilà. En gros, il faut retenir qu'il y a 2 modes de chauffage d'une maison, c'est la convection et le rayonnement. Et le meilleur étant le rayonnement. Et donc, l'idée en concevant des bâtiments avec des éléments inertes, un sol ou un mur inerte, à inertie, c'est de rayonner. C'est ce que fait... Voilà. Alors, en revanche, un inconvénient, c'est qu'il faut gérer l'inconfort thermique en hiver, notamment. Et donc, on corrige souvent cet inconfort thermique par une correction du type chaud-chambre. Quand vous avez des gros murs en pierre, on n'isole pas des gros murs en pierre, finalement, on apporte un confort thermique par l'application d'un enduit chaud-chambre de 5 à 6 cm qui va finalement avoir le même usage que ces tentures que disposaient les châtelains dans leur demeure, ou bien la paille qu'on mettait au sol pour éviter le rayonnement des dalles froides, ou bien les lambris, les éléments de bois, voilà, qui évitaient un rayonnement d'air frais. Donc c'est une correction thermique plus qu'une isolation. Chez nous, il y a un paramètre qui est à prendre en compte qui est essentiel, c'est la question de l'humidité de l'air, avec différents facteurs. C'est qu'il y a l'humidité produite par l'activité à l'intérieur, c'est dans une cuisine, on voit ce que ça produit, mais c'est aussi l'humidité que nous produisons, nous, la vapeur d'eau que nous produisons en continu. Et puis, il y a l'humidité intérieure, le transfert d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur, ou l'extérieur et l'intérieur. Alors, première chose à faire, c'est de travailler la peau et donc l'isolation d'un bâtiment. Vous avez ici les principales déperditions dans un édifice. Donc, vous voyez, la cheminée, ça peut représenter de 20 à 25%, les combles entre 25 à 30%, les huisseries, menuiseries extérieures de 10 à 15%, les parois latérales entre 20 et 25%, et puis les ponts thermiques 5 à 10%. Donc les ponts thermiques, c'est ces endroits-là où la chaleur ou la fraîcheur peut passer. Et puis les sols en contact, enfin les dalles en contact avec le sol, si elles ne sont pas isolées, c'est 7 à 10% de déperdition thermique. Les ponts thermiques, voilà, c'est ça. Là, vous avez un pont thermique évident, c'est-à-dire que vous avez la paroi, la dalle, d'accord, et vous avez isolé en partie haute et en partie basse. La pièce du bas est ici, la pièce du haut est ici, et vous avez le sol, un plancher, par exemple. Ici, vous avez un pont thermique, vous n'avez pas de rupture de pont thermique, et donc
le frais comme le chaud peuvent passer. Là, on est à l'extérieur, là, on est à l'intérieur. D'accord? En revanche, si on veut lutter contre les ponts thermiques, la meilleure solution, c'est l'isolation thermique par l'extérieur, l'ITE, qui assure une continuité, un matelas continu en périphérie de la construction. D'accord? C'est ça l'objectif, c'est d'avoir une isolation véritablement homogène sur toutes les parois de la construction, en traquant les entrées d'air et les ponts thermiques. Donc avec ces deux types, hein, isolation thermique par l'extérieur, d'accord, qui permet par l'extérieur de bénéficier de l'inertie thermique des murs, donc du rayonnement dont je parlais tout à l'heure, ce qui sera plus compliqué quand on travaille par l'isolation par l'intérieur, puisqu'on a une rupture d'inertie thermique. D'accord ? Ensuite, vous avez la perspiration. Un mur perspirant, c'est un mur qui régule l'humidité intérieure et qui permet une sensation de confort. D'accord ? Donc, ça veut dire que l'humidité produite par nous, la vapeur d'eau que nous dégageons en respirant, en vivant tout simplement, elle s'évacue naturellement par les murs. Et un mur perspirant, c'est un mur en pierre, par exemple, avec des enduits à la chaux. Et donc, l'humidité, la vapeur d'eau, va s'évacuer latéralement par les parois ou par le toit. D'accord ? Quand on a un mur étanche, les murs contemporains, en parpaing, avec de la laine de verre, avec du placo-plâtre, par exemple, on enferme l'humidité à l'intérieur. On a un mur étanche. Et donc, on a de la condensation qui se produit à l'intérieur de l'édifice. Et donc, on a une sensation d'inconfort thermique, de fraîcheur, d'humidité, et qu'on contrebalance par l'utilisation d'une ventilation mécanique contrôlée, ces fameuses VMC qui sont une obligation légale aujourd'hui, et qui permettent justement de déjouer cet inconfort thermique et d'échapper, d'enlever l'humidité de l'air. Ce dont on n'a pas besoin a priori quand on a des parois perspirantes. Alors, l'étanchéité à l'air, c'est aussi une donnée essentielle en construction bioclimatique. L'idée, c'est d'avoir des murs les plus étanches possibles pour éviter les infiltrations d'air frais, d'air chaud et des courants d'air à l'intérieur. Donc, quand on a bien sûr une étanchéité à l'air défaillante, des murs notamment au niveau des tableaux de fenêtres, voilà. Quand l'air peut rentrer, ben, ça crée un sentiment d'inconfort et on a de fortes déperditions, hein. On a des possibilités, voilà, par des petites infiltrations, des micro-fissures, notamment au tableau des huisseries, l'air peut rentrer et sortir. Quand on a une étanchéité à l'air performante, effectivement, on a un sentiment de confort qui est beaucoup plus intéressant. Mais il faut le doubler, tout ça, d'une ventilation, parce que c'est comme essayer de respirer sous un sac plastique. Quand on étanche complètement un bâtiment, le risque est qu'on finalement s'asphyxie à l'intérieur de ce bâtiment, qu'on n'a plus la capacité de bien respirer. Donc, il faut mettre en place un système de ventilation. Alors, il y a différents systèmes aujourd'hui de ventilation. Là, on parle de ventilation mécanique, mais on a des systèmes de ventilation qui sont naturels, sans utilisation de tripaille électrique, hein. On sait faire depuis la nuit des temps, notamment dans les pays du Maghreb, des ventilations, ou en Andalousie ou en Espagne, des ventilations naturelles extrêmement performantes, sans qu'on ait besoin d'un mécanisme électrique pour actionner tout ça. Alors, on observe en gros deux types de ventilation. Il y en a plus que ça maintenant, bien sûr, mais il y a une ventilation simple flux, c'est-à-dire que par ces petites grilles en partie haute des menuiseries, on fait entrer de l'air frais, donc on assure un renouvellement d'air, lequel air ensuite s'évacue par des bouches d'extraction et un système électrique en ventouse de toit. Et donc, ça assure un renouvellement permanent. Voilà. Donc, il y a un petit peu de consommation d'électricité, mais c'est le mal nécessaire, on va dire, pour assurer le renouvellement d'air et pouvoir continuer à respirer et éviter la pollution à l'intérieur de la construction. Il y a un autre système qui est plus malin, parce qu'il tire profit des calories de l'air sortant, qui est la ventilation double flux, qui met en place un système d'échangeur, c'est-à-dire qu'on a des entrées d'air qui croisent l'air sortant lui-même étant à température. Et donc, l'air entrant frais bénéficie des calories de l'air sortant mis à température, 20-22 degrés.
Et donc, on évite les déperditions thermiques par ce biais-là et on peut chauffer passivement l'intérieur d'une construction tout en renouvelant l'air. Ça, c'est très intéressant, mais ça nécessite une maintenance importante. Alors, une fois qu'on a ces notions-là, qui sont les principales notions finalement dans la construction d'une maison bioclimatique, il faut réfléchir à l'implantation et au choix de son terrain. Et donc, on verra à trouver finalement un terrain qui bénéficie d'un ensoleillement optimum. Donc, on regardera à éviter les ombres portées des bâtiments voisins ou d'une végétation, même si elle est intéressante, mais voilà, qui pourrait produire un masque végétal et un masque solaire sur la construction. On regardera aussi l'entrée du terrain. On privilégiera des entrées des terrains au nord, de façon à pouvoir idéalement orienter la maison plein sud, sud-ouest. On comprend pourquoi. On regardera aussi l'humidité du sol, on regardera la topographie, enfin, on regardera aussi les courants d'air. Donc ça, c'est des données à la fois extrêmement factuelles, très rationnelles, rationalisées, enfin, quasi voilà, scientifiques, mais c'est aussi une part d'empirisme, c'est de sensation. Il faut aller sur le terrain, il faut le vivre un minimum, quoi. Il faut voilà, prendre les embruns, l'air, la pluie, il faut le voir, ce terrain. Une fois qu'on a jeté son dévolu enfin, on pressentit un site, il faut essayer de comprendre en l'éprouvant physiquement. Je ne sais plus ce qu'on disait après. Toc, toc, toc. Je crois que j'arrive quasiment au terme de mon exposé, en fait. Oui, bah oui, on arrive au terme de l'exposé Tancred, dans la mesure où cette fois-ci, on n'a pas d'atelier. C'est vrai qu'il y a 2 ans, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait mis en place un atelier et on proposait par petits groupes de réfléchir à partir de 3 situations, de 3 terrains, à la conception de cette maison bioclimatique. Donc voilà, brosser assez rapidement, à grands traits, ce que c'est qu'une conception bioclimatique. Donc finalement, c'est une architecture vernaculaire d'aujourd'hui. Hein. C'est une architecture qui prend appui sur les lignes de force d'un lieu. C'est une architecture extrêmement simple. Alors, une fois qu'on a ces notions-là, il faut penser à la composition spatiale de la maison. Et donc, c'est la définition du programme. Ce qu'on appelle le programme en termes d'architecture, c'est la manière dont on va vivre la maison et donc les espaces nécessaires pour vivre les lieux. Donc, est-ce qu'on veut des chambres? Enfin, oui, bien sûr, mais combien de chambres? Est-ce qu'on veut un grand séjour, un séjour fermé, un séjour ouvert, etc. Et on verra que dans la conception bioclimatique, on tâchera plutôt d'orienter les pièces à vivre au sud de la maison et les pièces à dormir ou les espaces de service, buanderie, cellier, salle de bain et chambre, plutôt au nord. Et donc, va se dessiner une organisation spatiale de la maison à partir des besoins exprimés. Alors, je crois que pourtant qu'on l'avait. Alors, est-ce que j'ai peut-être pas le bon diaporama? Je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas le bon diaporama. Je vais faire un essai, excusez-moi, je vais faire un essai sur un autre diaporama. Je vais voilà, essayer d'ouvrir. Tac. Ça va se faire tout seul. Je vous prie d'excuser cette interruption momentanée. Si Tancred, tu peux nous faire une petite chanson, ça serait super. Je vais vous le retrouver. Hein. Bah, je pense que pendant l'atelier, ce que j'aimerais bien mettre en avant, tu as choisi quand même des terrains qui existent en vrai. Ouais. De mémoire, c'était à Plobana la Glesconil, où justement la municipalité a essayé, pour lutter un peu contre l'étalement urbain, ils ont vraiment choisi des terrains dans un contexte urbain. Donc, c'était plus des friches qui existaient à l'intérieur de la commune. Et donc, souvent, on est aussi à ce moment-là dans le souci qu'on ne peut pas toujours présenter on va dire, les terrains qui sont le mieux exposés. Et donc, d'un côté, on essaye quand même de mettre en avant donc, le côté urbain, qu'on est vraiment à l'intérieur de la ville avec la proximité, donc des commerces, des écoles, etc.
Et d'un autre, voilà, on a des terrains qui sont comme ils sont, avec des orientations, peut-être des voisins un peu plus proches. Et dans tout ça, il faut quand même voir qu'on arrive avec le terrain à avoir quand même une meilleure, le mieux, d'orienter le bâtiment le mieux possible, tout en respectant aussi, on va dire, la qualité des zones extérieures, parce qu'on peut toujours super bien s'orienter, mais après, on est à 3 mètres du bâtiment de voisin, où on se met devant sa façade sud, ou je veux dire, tout ça, c'est des contraintes du terrain sur lesquelles le concepteur, l'architecte doit travailler pour, voilà, pour résoudre quand même, pour trouver la solution qui va le mieux pour, pour, pour faire face voilà, aux contraintes. Oui, alors voilà, c'est compliqué. Excuse-moi, j'ai du mal à faire deux choses en même temps, donc je t'écoutais tout en cherchant mon autre diaporama sur lequel, et je ne le trouve pas. Donc, si tu peux continuer 2 minutes, Oui, Tancred, il n'y a et pas de j'en souci. prendrai. Donc, pendant cet atelier, il y a 2 ans, donc c'était ces terrains. Je pense qu'il y avait trois terrains différents. Donc, on a créé des petits groupes justement pour montrer un peu la complexité d'une conception où on est quand même sur un terrain concret parce que tout ce qu'on a vu là maintenant, on va dire, on a monté peut-être des projets qui sont sur des terrains favorables où il y a cette place où on peut. Et là, on était voilà, dans cette situation où on a favorisé donc des terrains en situation urbaine pour aller vers une densification des terrains. Donc, qui dit densification, parfois les gens disent, oh là là, ça veut dire qu'il y a peu de place autour. Mais on trouve aujourd'hui encore des terrains, on va dire, qui ont 2000, 3000 mètres carrés. Et les propriétaires, les habitants, ils disent, bah, nous, on n'a pas besoin de cet énorme terrain, on n'a pas le temps de faire tout cet entretien-là. On est prêt à laisser une partie de notre terrain à quelqu'un d'autre. On aimerait bien avoir plutôt un voisin qu'un terrain qu'on n'arrive pas à entretenir. Et donc, c'était un peu la situation qu'il y avait donc ces trois terrains-là. Oui, tout à fait. Et donc l'idée, c'était de montrer avec donc, ces petits groupes qu'on a créés, donc des personnes qui ont participé à l'atelier, qui n'étaient pas des architectes, pas des concepteurs, de nous montrer comment, avec tous les éléments qu'on vous avait donnés, comment vous allez donc implanter votre construction. Et c'est intéressant donc voilà les résultats que chacun petit groupe a présenté, donc de voir un peu quelles étaient déjà les réflexions de quelqu'un qui n'a pas de la formation, qui n'a pas de voilà, qui a peut-être pas ses expériences comme nous en tant qu'architectes, mais voit quand même qu'il y avait des solutions assez intéressantes. Mais surtout, je pense que notre idée de sensibilisation, c'était vraiment de montrer la complexité d'une recherche de conception vraiment dans un terrain qui présente pas mal de contraintes. Voilà, exactement. Je suis désolé, je me suis planté, formé les pinceaux dans mes diaporamas et j'ai retrouvé le bon diaporama. Donc, c'est celui-là. Effectivement, ce que disait Tancred, c'est qu'on avait mis à l'épreuve à partir de différentes situations, différents terrains pour se projeter déjà dans la conception bioclimatique. Alors, ce qu'on avait aussi ce qu'on peut vous montrer, c'est là, par exemple, c'est l'idée de construire bon, je suis intervenu pour une petite commune qui voulait concevoir un lotissement d'une vingtaine de lots. Et donc, la recherche là, spatiale d'organisation des maisons, elle procède vraiment de tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire la question de la meilleure implantation solaire, la question de la protection au vent. Et donc, voilà, donc ça a conduit, et puis l'inspiration aussi à partir de l'architecture vernaculaire, de l'architecture voisine. Et on voit notamment qu'en Finistère, on a un certain nombre de maisons, quand l'axe de la rue est nord-sud, qui sont distribuées pignon sur rue. Et c'est un grand avantage, en fait, cette distribution, c'est que ça permet, alors effectivement, le pignon, ça donne de l'urbanité à la rue, c'est-à-dire que ça établit un dialogue, ça permet un dialogue entre la construction individuelle et la rue. Ça donne de la qualité, donc, à l'espace de la rue. Et en même temps, ça ménage un espèce de climat intérieur qui est au sein du jardin. Et donc, ça protège
l'intimité de la maison, laquelle peut s'ouvrir complètement plein sud. D'accord? Et donc, on a travaillé cette forme urbaine sur ce modèle-là, qui est vraiment très inspiré de ce qu'on observe localement. Les vieilles maisons de ce bourg-là, elles sont pignon sur rue de cette manière-là, et donc chacune dispose d'un jardin. Et vous voyez que les garages et les entrées des maisons se font plutôt au nord. Et donc, on libère complètement sud, sud-ouest, de façon à ce que les constructeurs de maisons, les architectes qui viendront concevoir les habitations ici, puissent bénéficier d'ensoleillement maximisé. Alors, quand on s'implante sur une parcelle, il faut à la fois regarder, bien sûr, ce que disait Tancrède, là, ce que je disais tout à l'heure, la question du soleil, de l'ensoleillement, mais c'est la forme de la parcelle aussi qui peut dicter un certain nombre de données en termes d'implantation. Et il y a plusieurs façons de le faire, quoi. Donc, vous voyez, là, on est sur une parcelle de 600 mètres carrés, donc qui correspond à un terrain à peu près médian. Quand on s'implante de cette manière-là, le problème, c'est qu'on a des vis-à-vis de tous les côtés. Hein, on regarde, on donne à voir la construction de tous les côtés. On a des linéaires de clôture importants, bien sûr, il faut clore le terrain. On a un terrain, un jardin qui est morcelé, on a un avant, donc on a plein d'espaces résiduels en périphérie. On ne sait jamais trop quoi faire de ces espaces latéraux. Bon, l'arrière est réduit. Et ça devient plus compliqué de planter des arbres parce que du coup, on n'a pas les reculs de 2 mètres nécessaires parfois sur les petits terrains pour planter des arbres de haut jet, des arbres qui vont arriver à maturité et prendre de la place. En revanche, quand on a des parcelles plus étroites, on a souvent des dispositions ou des dispositifs architecturaux plus vertueux. On a souvent un jardin qui, a priori, qui apparemment paraît beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus libéré. On a un dialogue avec la rue qui est plus intéressant. Et on n'a plus ces clôtures et on n'a plus d'espace résiduel en périphérie de l'habitation, et on a des logiques de mono-orientation qui intimisent davantage les parcelles. Alors, je sais qu'il y a une espèce de truc très français qui consiste à faire le tour de sa propriété. Je ne sais pas, c'est l'imitation je pense, c'est un vieux complexe voilà, on veut imiter le châtelain qui fait le tour de sa propriété, de son domaine. Il y a la question de la domanialité qui est ancrée très très fort chez les Français, qu'on voit beaucoup moins dans les pays anglo-saxons. Hein. Les maisons en bande, elles sont légion, hein, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, etc. Mais pourtant, c'est un dispositif qui est souvent plus vertueux. Et quand on travaille sur une forme extrêmement simple, vous voyez, là, on a un L, on pourrait imaginer qu'on a la cuisine, cette partie-là, ça permet d'avoir une espèce de petite terrasse ici qui est protégée du vent, si on a des vents ouest dominants, et en même temps qui peut être ouvert éventuellement, idéalement, au sud, donc ça serait plutôt l'est. Sur l'organisation du plan, voilà un petit schéma qui traduit une intention. Alors, c'est pas une architecture à ce stade-là, c'est un organigramme fonctionnel en fait. Vous avez un terrain qui est en lanière. L'idée, c'est d'entrer plutôt à l'est ou au nord du terrain. Et donc, vous voyez, on organise plutôt les pièces, les espaces dits servants, le cellier, le garage, la salle de bain, au nord, et puis les espaces à vivre plutôt au sud pour bénéficier d'un ensoleillement, et lesquels espaces à vivre peuvent être complétés, comme on l'a vu précédemment, d'une serre de captation. Donc, quand on imagine la forme d'une maison, voilà, ça peut donner lieu à plein de typologies finalement d'habitat, avec des déperditions du plus faible au plus élevé. Effectivement, quand on a des linéaires de façade, plus on a de linéaires de façade, plus on a de déperditions thermiques importantes. Et donc, plus on simplifie la forme, simplifier, ça ne veut pas dire être simpliste non plus dans l'expression architecturale. Hein. Ce n'est pas parce qu'une architecture est simple qu'elle est simpliste, qu'elle est bébête, qu'elle n'a aucun intérêt du point de vue architectural. Au contraire, c'est une vraie science, la maîtrise de tous ces détails pour faire d'une architecture quelque chose de simple, d'extrêmement lisible et d'extrêmement rustique, comme je le disais tout à l'heure. Vous voyez, donc des formes un peu alambiquées provoquent des déperditions plus élevées, des complexités, des ponts thermiques, des prises à l'air beaucoup plus importantes. Alors, quelques exemples, voilà la maison que je présentais précédemment. Voilà, on a finalement, c'est un parallépipède. Hein. Donc, du point de vue de l'isolation, c'est extrêmement simple à gérer, puisqu'on a un manteau continu sur les parois et sur la toiture. Il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de redans, il n'y a pas de complexité. Là, vous voyez, la serre de captation, finalement, c'est ce grand vitrage double hauteur qui permet aussi une ventilation naturelle
Donc, il suffit d'ouvrir en cas de surchauffe le châssis en partie haute, on ouvre en partie basse et il y a un renouvellement d'air et donc le matelas vient rafraîchir passivement l'ensemble de la maison. Ça, c'est la maison faite par Gégado et Bernard à Logona d'Aoulas. Toujours le même système, vous voyez. Vous avez, alors, intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la façon de se poser sur le sol. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fondation lourde. Vous voyez, on a finalement sur pilotis, hein, c'est à la maison, on a des pieux qui viennent poser très délicatement cette maison, ce qui en fait finalement une architecture réversible. On imagine pouvoir démonter assez facilement la maison et restituer le sol d'origine sans qu'on soit obligé de dépolluer lourdement l'espace. Ça aussi, des notions aussi qu'il va falloir prendre en compte de plus en plus pour éviter d'artificialiser de façon permanente les sols. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant sur cette maison, là aussi, c'est qu'elle s'inscrit à l'intervalle entre les espaces plantés et les espaces laissés libres. Donc, elle respecte complètement la végétation en place et elle capitalise. Là où trop souvent, vous voyez, hein, les logiques de lotisseurs, par exemple, bah, c'est on a un terrain, on terrasse. Donc, et pour terrasser, on enlève du sol, on fractionne du sol, etc. Et puis on exporte les déchets de sol, y compris la terre arable, très loin, sans l'utiliser, notamment pour des clôtures, des talus, etc., comme le faisaient les anciens. Et puis surtout, on fait table rase de la végétation, en faisant le pari que les habitants vont planter des choses dans un souci d'harmonie, d'écologie, etc. Et on voit que ça marche assez peu, quoi. Donc, voilà, l'idée, c'est de capitaliser sur la nature en place, la végétation, et éviter les grands bouleversements de cette nature. Là, on a un autre type de maison, là, toujours bioclimatique, hein, avec un système constructif extrêmement simple, toujours sur pieux. Hein, voilà, fondation extrêmement légère. Et finalement, c'est une structure de hangar type industriel en métallique. Ces grands ouvrants sud-sud-ouest, et puis une surisolation, une ventilation qui va bien. Et on a un bâtiment très performant naturellement, qui d'ailleurs, dans sa volumétrie, fait penser, alors la matérialité, elle est contemporaine, mais dans sa matérialité, elle fait penser aux longères traditionnelles. On a un bâtiment qui fait 7 mètres de large, 6-7 mètres de large, tout en longueur, extrêmement simple. Là, toujours, voilà, une autre expression architecturale, une maison sur la rivière, en Finistère, toujours. Ce qui est intéressant, là encore, c'est cette gestion des ouvrants et le langage architectural que peut proposer aussi, que peut provoquer la question de la filtration de la lumière. Hein. Et donc là, les architectes ont opté pour un système de double pot de filtre par des lames verticales, plus ou moins architecturées, plus ou moins finalement naturelles. Là, on a de la planche brute de sciage qui est organisée comme ça, verticalement, et qui restitue dans cette grande rigueur architecturale quelque chose de vraiment très intéressant de mon point de vue. Là, on a un bâtiment beaucoup plus ancien. C'est une maison construite dans les années 70 par Erwan Lebert, architecte. Et donc ça, c'est à l'Octulie. Et on est toujours dans cette préoccupation écologique. Alors, avec une vraie difficulté qui est constructive, c'est qu'on a une architecture un peu déconstruite, avec des formes un peu compliquées. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle soit hyper performante du point de vue de l'isolation. En tout cas, c'est une vraie complexité. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est la gestion de cette serre de captation de façon un peu diffractée, quoi. On a plusieurs facettes, plusieurs éléments qui composent des volumes très riches et de la double hauteur qui permet une ventilation, une surventilation naturelle de la construction. Là, on a une petite maison de lotissement construite, alors je ne sais plus où elle est, cette maison, elle est je crois que c'est à Loquirec, ou enfin pas très loin, qui est construite par Alain Lescourt, un architecte du côté de Guimec, au nord de Morlaix. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une parcelle, vous voyez, qui est tangente, une rue très passante. Et plutôt que de mettre la maison en recul, l'architecte a fait le choix de venir vraiment asseoir la maison en limite de propriété pour gagner un maximum de terrain en latéral, et puis pour finalement faire de cette maison un piège à son, enfin une espèce de muraille phonique qui fait que le jardin est préservé du bruit de la rue et peut s'ouvrir avec voilà, un maximum de générosité
sur l'espace extérieur. Là, Tancrède, je te laisse commenter, parce que c'est toi qui as construit travaillé cette maison. Oui, voilà, ça c'est un projet qu'on a fait il y a 3-4 ans à Landerneau. Le bâtiment qu'on voit donc en haut, ça c'est la construction avant rénovation. Ça fait partie d'une petite monastère, donc on a d'autres bâtiments derrière, ça a été divisé en deux. Donc là, la maison qu'on voit, elle est en limite de propriété, on voit sa façade sud. On voit qu'il y avait déjà plusieurs interventions sans trop de concepts qui ont été faits sur la façade. Donc des fenêtres qui ne répondent pas vraiment au style de la maison ancienne. Il y avait aussi des malfaçons dans la charpente. Donc la charpente qui sur la partie gauche, donc qui avance un peu, a fait qu'il y avait une partie de la charpente à refaire. Elle posait sur des murs qui commençaient à fissurer. Donc tout ça dans l'idée de faire entrer plus de lumière dans le bâtiment. On a dit, de toute manière, on essaye donc de préserver une partie de la façade, avec même un petit puits qu'on trouve devant la façade. Donc on ne touche pas à cette partie-là. Par contre, la partie qui avance, on se dit, c'est justement là, cette partie-là, c'est vraiment orienté sud. On a vraiment l'angle qui est orienté sud. On a dit, on a fait le choix assez radical donc d'ouvrir, donc de casser une partie de la charpente qui, de toute manière, était à refaire. On a enlevé donc toutes les murs qui font l'angle pour les remplacer par des parois vitrées qui donnent donc vraiment une entrée de lumière et des apports solaires très, très importants. Mais il faut aussi le voir dans l'autre sens. Devant la maison, il y a quand même un terrain qui fait au total plus que 1000 mètres carrés. Si on voit des photos d'aujourd'hui, donc les propriétaires, ils ont vraiment travaillé sur un jardin avec vraiment des concepts de permaculture. Donc aujourd'hui, ils sont totalement dans la verdure. Et cette ouverture sur l'angle qui avance en plus du bâtiment permet que la salle à manger aujourd'hui elle se trouve totalement dans le jardin. Donc il y a vraiment une continuité entre l'intérieur de la maison et la partie jardin, donc avec ses avantages d'apport solaire. Par contre, la partie droite, on a juste réuni donc les deux ouvertures qu'on voit sur l'image de la maison ancienne. Donc il y a une porte-fenêtre et cette fenêtre qui était un peu sauvagement ajoutée plus tard. Et ça, on a réuni en un seul grand B. Et sinon, on a essayé donc vraiment de valoriser la façade. Donc, on a refait les joints, etc. Et on est resté quand même dans le volume, de la maison existante pour montrer bien que, voilà, on est dans une construction ancienne, on est dans une construction, on a des murs de 80 cm d'épaisseur, donc que des pierres. Et c'est ça aussi qui, donc avec une côté des grandes ouvertures au sud qui font des grands apports solaires, mais en même temps une inertie qui est vraiment énorme parce qu'il y a une masse thermique qui est importante. Donc dès qu'il y a un rayonnement de chaleur, donc le soleil qui arrive à l'intérieur, c'est donc les pierres qui vont emmagasiner la chaleur et on a un climat très, très équilibré tout le long de l'année. Est-ce que tu veux montrer les photos intérieures maintenant? Non, c'est pas de celle-là, non, Tancrède? Non, moi Parce que j'ai des photos intérieures. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous montre quelques photos intérieures peut-être de la maison, puisqu'on a produit une exposition. Voilà, je vais essayer de les trouver assez rapidement pour le printemps de l'architecture de l'année dernière. Cette exposition n'a pas pu être présentée, mais je vais vous montrer, ça va me permettre de vérifier ce que disait Tancrède. Alors, attendez, excusez-moi, là encore pour cette interruption, c'est les affres, je vais essayer d'y aller. On improvise, c'est ça. Voilà, on improvise. Mais voilà, l'idée c'était de montrer par ces photos intérieures la plus-value qu'exprimait Tancrède sur le rapport, la relation de la maison avec le jardin. Comment maintenant
par cette grande baie, ça permet de dialoguer. Et la photo parle d'elle-même si je la retrouve. Ah oui, bah ça c'est la partie haute. Ah, voilà. Bon, bah, je pensais Voilà. avoir plus de photos. Ça, c'est une vue plus resserrée de l'habitation. C'est dans l'exposition qu'on a toutes les photos. Dans le catalogue, on n'a pas tout. Bon. Mais vous comprenez, là, c'est intéressant parce que ça, c'est le dessin de l'architecte de Tancrède. Et donc, on voit la distribution du plan. Et donc là, on doit être à l'étage Tancrède, hein, c'est ça, C'est sous les ça, grands ça cours. c'est donc une petite pièce commun, bibliothèque, salle de jeu. Donc, au tout début, on était plus sur une pièce qui fait double hauteur, mais les propriétaires, le maître d'ouvrage a fait quand même plutôt le choix. Nous, on préfère d'avoir quand même une partie qui est plus coupée de l'autre, qui permet, donc s'il y a du monde en bas, qu'on a quand même une salle qui nous permet d'avoir le même confort, le lien avec l'extérieur, les apports solaires, mais qui permet de faire une autre activité là-bas, faire des jeux, donc ils ont des enfants, ou juste voilà, bouquiner un peu au coin du soleil. Ok, et donc pour terminer ce diaporama, ça c'est une autre maison bioclimatique très maligne en fait, construite à Quimper. C'est une logique de BIMBY, Built in My Backyard. C'est l'idée d'investir un jardin en lanière et de profiter de ce foncier en cœur d'îlot pour implanter une maison. Vous voyez, donc vous avez la parcelle existante, la rue, elle est ici. Une maison existante, type années 50, hein, qu'on voit en fond de photo ici. Et le seul moyen pour le chantier, pour acheminer les éléments du chantier, ça a été un porche sous la maison existante. Donc tous les éléments sont arrivés de façon préfabriquée, donc les éléments ossature bois, pour construire cette maison et qui tire vraiment astucieusement au profit du terrain. Vous voyez, donc c'est toujours la recherche aussi d'un compromis, la construction bioclimatique. C'est essayer de maximiser les apports solaires, mais c'est aussi gérer les questions d'intimité nécessaires à l'épanouissement de la vie, voilà, du foyer sur le terrain. C'est jouer avec les voisinages et voilà, optimiser le foncier. Et là encore, ce qui est aussi astucieux, c'est qu'ils capitalisent sur les végétaux en place, quoi. Donc, ils ont assez peu perturbé le site et on a construit une nouvelle maison en densification du terrain. Voilà moi ce que je voulais vous présenter pour vous parler de l'approche bioclimatique. Et je crois que Tancrède, tu as prévu de nous présenter. Je n'ai pas vérifié je suis assez nul en technologie, vous l'avez compris. Sur le, Ça va. sur le forum, là, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? Je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire. Non, ça va pour l'instant. Je pense D'accord. moi je peux enchaîner donc Ouais. avec l'autre exemple. J'aurais besoin peut-être de l'assistance d'Aude, mais qui vous montre donc un projet, on va dire, un peu expérimental. Il s'agit donc de notre propre maison qui est une résidence secondaire. Hein. Donc, nous, on est basé en centre-ville de Quimper et on a donc dans le Pays Bigouden la petite maison qu'on voit donc sur la photo là. Ça, c'est la situation qu'on a trouvée il y a, donc avant les travaux, il y a 12 ans. Donc, si je dis expérimentation, ça veut dire qu'on avance, sur les travaux, on utilise la maison, mais je ne peux pas vous montrer le résultat fini parce qu'il n'est pas fini. Donc, ici, donc, on voit la situation avant travaux. Donc, on voit une longère typique de la région du Pays Bigouden qui a donc sa façade sud orientée vers un cours. Depuis 40 ans, la longère, elle est utilisée comme gîte. Donc, elle est divisée en trois. Il y a trois gîtes dedans qui servent surtout pendant la saison. Là, on n'a pas, c'est un aménagement qui a été fait donc, il y a 40 ans, donc avec, on va dire, plus des conforts qui résout un peu de sa situation sur son terrain, mais avec des petits inconvénients que le seul apport de lumière supplémentaire, c'est les Velux à l'étage. Sinon, la façade, elle est encore vraiment dans son état d'origine.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gîtes, ben, on ne les loue pas en hiver et même dans les mi-saisons, c'est un peu plus difficile. Par contre, donc, la partie qu'on voit en avant, là, avec les façades en pierre, c'est une partie sur laquelle nous sommes intéressés parce qu'on se dit, ben, nous aussi, donc, avec la situation donc, d'habiter plus dans le centre-ville de Quimper, dans un appartement, nous permet donc de passer les week-ends plus, voilà, plus à la campagne. Et donc, on a vu le bâtiment et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec surtout avec une façade, là on voit la façade sud qui est construite en pierre. Et bon, la première chose qu'on fait dans la... Oui, oui, tu peux passer au deuxième image. La première chose qu'on fait souvent dans la conception bioclimatique, c'est voilà, créer des grandes ouvertures au sud. Mais là, on était un peu gêné. On a dit quand même, ce mur-là, tout en pierre, avec des belles petites ouvertures, ce serait dommage de tout casser. Et surtout, il y a une situation qui se crée. Donc, je dis là, la partie à droite, c'est les gîtes. Donc, il y a des personnes qui habitent dans les gîtes, qui ont leur cours, qui mangent à l'extérieur. Et nous, on voulait absolument éviter qu'on a, nous, une vue sur les touristes qui sont là, tranquilles, qui passent leurs vacances là. Donc, on s'est dit, non, non, nous, on ne peut pas. Il faut qu'on trouve notre choix. Il y a déjà donc, cette grande ouverture qu'on voit sur la gauche, qui est plus orientée donc, ouest-sud-ouest. Euh, et quand on passe aux prochaines images, on voit qu'il y avait une situation qui nous a donné une idée. Aude, est-ce qu'on peut passer aux prochaines images? Voilà. Ça, c'était donc la situation avec la toiture provisoire et la manière comment cette toiture a été posée sur le mur existant nous a donné l'idée. Donc, on voit qu'il y a un peu de lumière, pas mal de lumière qui arrive par la porte, mais il y a aussi donc ce jour qui est plus là par hasard parce qu'on a posé des madriers sur le haut du mur. Mais donc, il y a un jour qui laisse quand même entrer la lumière et on s'est dit, bah, peut-être c'est ça plutôt la solution. On essaye de créer donc une entrée de lumière par le haut qui ne nous fait pas donc vis-à-vis sur donc la cour et le jardin des gîtes. Donc, si on passe aux prochaines images, on voit donc une conception que j'ai fait rapidement sur Photoshop. Donc, il y avait quand même cette idée de créer une vraie étage avec un toit qui ressemble à la partie longère existante. Le terrain qui donc descend un peu vers notre maison. On a dit, bah, il faut qu'on retrouve la même chose sur la toiture. Et la manière comment j'ai donc posé ces deux éléments de toit, montre bien qu'entre donc, la toiture et la maçonnerie existante, il y a quand même une hauteur assez importante qui nous permet donc de réaliser une entrée de lumière et de soleil côté sud. Et voir après, on n'était pas à ce stade-là, pas encore sûr comment on va traiter donc, le pignon. Donc sur l'image suivante, voilà. On voit donc l'étape. On a même descendu quelques pierres sur la façade sud, vraiment pour avoir le maximum de soleil. C'était 2 rangées de pierres. Et après, on a créé donc une assise voilà, pour se consolider un peu la construction existante. Et on a monté donc le pignon et un mur de réfant en monomure qui pour moi était la solution la plus adoptée, mais bon, ça peut être aussi quelque chose qu'on ajoute en ossature bois. Et tout tient dans toute la charpente, tient sur des pannes. Donc ça aussi, on va dire, c'est un élément constructif, mais qui nous a libéré quand même toute la partie de ce bandeau, parce qu'avec les pannes qui tiennent donc toutes les charges de la toiture, il n'y a aucune construction, aucun élément de construction nécessaire dans la partie du bandeau vitré. On passe aux images suivantes. Voilà, ça, donc on voit le résultat déjà donc avec la toiture finie.
On voit donc qu'il y a quand même une hauteur assez importante pour le bandeau vitré. On voit qu'on a mis juste une très grande fenêtre dans le pignon du haut. L'échaînage béton qu'on trouve donc entre la maçonnerie ancienne et les monomures nous a permis aussi de jouer encore sur cette ouverture du rez-de-chaussée. On voit bien que le chaînage béton, il ne pose pas entièrement sur les pierres, parce qu'on a préféré quand même d'élargir encore la baie vitrée du bas. Donc ça, c'était voilà, la construction avec la toiture finie. Et plus tard, on a encore élargi l'élément du bas. Et un petit détail aussi, quand on regarde sur la toiture, on voit des Velux, mais il ne s'agit pas uniquement des Velux. On a un Velux, donc une fenêtre de toit au milieu, et à droite et à gauche, ce sont des capteurs solaires qui, à l'époque, existaient même chez Velux. Donc, on a commandé une kit, et parce qu'on s'est dit, on profite bien de cette orientation du sud pour nous faire aussi notre eau chaude solaire. Malheureusement, Velux a arrêté la production de ce panneau parce qu'aujourd'hui, souvent, si on veut mettre en place des capteurs solaires pour la production d'eau chaude ou même qui apportent une partie sur le chauffage de la maison, on est toujours un peu dans ce choix, comment on fait pour ne pas avoir plusieurs panneaux des différentes tailles sur le toit. Avec ce choix de Velux, à l'époque, c'était possible vraiment d'avoir pratiquement trois éléments identiques qui nous apportent de la lumière à l'intérieur et qui nous produisent l'eau chaude sanitaire. Voilà, on peut passer à l'image suivante. Donc ça, c'était après la pose des menuiseries. Il n'y avait pas encore le plancher intermédiaire en place, mais ça montre bien. Donc on a élargi encore la fenêtre du rez-de-chaussée, donc une baie vitrée qui fait donc 3 mètres de large. Et ça, c'est donc notre orientation, on va dire, par rapport au paysage en tournant. Donc on ne regarde pas les personnes qui sont dans le gîte, on regarde plutôt dans notre jardin qui se trouve donc à l'ouest. On voit bien que là, on est dans l'après-midi, en début de l'après-midi. On voit bien que le soleil pénètre bien à l'intérieur du bâtiment et chauffe la maison. Et pareil sur la partie haute, donc on a beaucoup d'apports solaires, de la lumière dans la maison. Image suivante. Voilà, c'est ça que le résultat donc fini de l'extérieur. Donc, on a essayé quand même quelque part de trouver une forme architecturale qui s'intègre bien dans l'existant. Donc, on voit bien que sur la côté sud, qu'on a la lingère avec donc les ouvertures d'origine. Notre partie, donc, avec surtout sur le sud, ce bandeau vitré, mais quand même la partie basse où on n'a rien changé sur les ouvertures. Et après, donc, plus d'ouverture vers l'ouest, mais on reste dans une forme, on va dire, vraiment du bâtiment traditionnel, avec une petite appentis au nord qui nous sert comme Nicolas a dit, c'est plus des pièces supplémentaires, on va dire, il y a salle des bains, il y a une petite pièce supplémentaire. Et on a préféré, pour réunir un peu, donc avant sur les photos, on voyait qu'il y avait le monomure en haut, la pierre en bas. Là, on a dit ce serait plus intéressant de trouver quelque chose uni. Donc, on a mis en place un enduit à la chaux et on a juste laissé les éléments des pierres d'angle apparentes. L'image suivante. Voilà, là encore, une vue sur la façade avant l'enduisage. Donc après, le bandeau vitré, c'est des fenêtres fixes. Comme il y a d'autres endroits où on a des ouvrants, on a fait le choix de mettre en place des fenêtres fixes, du double vitrage.
ça aurait été aussi possible de mettre du triple, mais vu qu'on est quand même, on va dire, dans une maison qui a plus sa performance dans l'isolation de la toiture, dans les apports solaires, dans son inertie, on est resté voilà, dans quelque chose de plutôt modéré. Un petit détail qu'on voit ici, c'est quand même que la toiture, elle déborde pas mal sur le bandeau vitré, ce qui fait qu'en hiver, quand le soleil est basse, ben ça entre profondément dans le bâtiment. Par contre, en été, le soleil monte beaucoup plus haut et ce petit débordement de toiture fait que en mois de juin, juillet, août, quand il fait vraiment chaud, on va dire entre 11 heures et 16 heures, on n'a plus d'ensoleillement direct par le bandeau vitré. On a toujours beaucoup de lumière, mais ce n'est pas que ça risque de faire une surchauffe par ce bandeau vitré quand il fait chaud à l'extérieur. On passe à l'image suivante. Voilà, on voit l'intérieur dans l'état actuel. Comme je dis, c'est un peu notre laboratoire, donc les choses ne sont pas finies, mais ça permet quand même d'y vivre. On a bien posé aussi le poêle au milieu de la pièce. Donc ça aussi, c'était un choix de se dire, nous, notre chauffage principal, s'il n'y a pas assez de soleil pour nous chauffer la maison, et ça marche déjà assez bien, même pendant la saison, on va dire à partir de mars à avril, on peut avoir des journées où on entre dans la maison et il fait déjà assez chaud. Mais donc, il y a le poêle pour les jours où il n'y a pas de soleil du tout, où il fait froid. Donc, ce poêle-là, c'est un petit poêle de 5-6 kilowatts avec un conduit de cheminée donc, qui traverse d'abord le rez-de-chaussée, après il passe par le plancher, il traverse l'étage. Et donc, ça permet pratiquement de chauffer toute la maison parce qu'il est bien positionné, il fait son rayonnement directement en bas. Et même le conduit de cheminée, donc qui est en double pot pour des questions de sécurité, qui passe en double pot à l'étage, lui, il fait son rayonnement à l'étage et on arrive bien vraiment à chauffer la maison avec du bois local parce que le terrain est assez grand pour qu'on puisse quand même trouver du bois sur le terrain. Et on voit bien l'ouverture donc avec le jardin, avec les terrains autour. Suite aux travaux, on a aussi donc commencé à s'occuper donc de toute la partie végétale à l'extérieur. Il y avait des arbres qui ont poussé très très haut, qui nous ont fait une masque solaire. Donc on a préféré d'en couper quelques-unes, mais de garder les plus anciennes pour justement avoir un peu plus de lumière, un peu plus de vue, mais tout en gardant et en entretenant la partie du jardin actuel. L'image suivante. Voilà, donc ça, on voit donc le bandeau vitré. Ça, c'est le matin, tôt. Ça doit être là, en janvier. On voit donc à gauche en bas, il y a un feu dans le poêle. Mais c'est donc tôt le matin, ça doit être vers 8 heures en janvier. Donc, il y a les premières rayons de soleil qui entrent dans la pièce. Et quand on regarde l'image suivante, voilà. Là, on voit vraiment voilà, c'est ça. Là, on voit bien comment les premiers rayons de soleil entrent très, très profondément dans la pièce, même jusqu'à l'appentis. Donc, ça, c'est vraiment très tôt le matin. Et une heure plus tard, on va dire toute la pièce est vraiment baignée dans la lumière. Et, et les rayons de soleil, ils tapent directement sur la maçonnerie ancienne. Et c'est aussi un peu le système donc, de captation de chaleur. Donc, ça chauffe la surface de la pierre. Et même si peut-être plus tard, on va enduire cela, soit avec une enduire à chaud, soit du chaud chanvre, ça c'est toujours un peu le choix. On aura une continuité de la masse thermique. Donc le chaud chanvre, il fait comme Nicolas l'a dit, c'est juste une correction thermique,
mais comme on est dans la continuité de la masse thermique, c'est juste que cet effet d'une paroi froide qu'on peut avoir quand il n'y a pas de soleil, quand on a passé plusieurs jours sous le froid, que ça corrige un peu donc, cet effet du paroi froide et qui peut créer quand même un climat un peu désagréable malgré le fait qu'on chauffe à un autre endroit, on chauffe le poêle. Mais si d'un côté on a le rayonnement du poêle et de l'autre côté on a un rayonnement froid d'une paroi froide, ça peut aussi, donc le vitrage et les fenêtres, etc., ça peut créer un inconfort. Donc il faut faire vraiment un peu un arbitrage entre, voilà, est-ce qu'on a besoin donc d'une correction thermique ou est-ce qu'on profite vraiment plus du charme de la pierre? Le choix n'est pas encore fait, c'est aussi un peu, on va dire, l'avantage de cette construction qui se fait au fur et à mesure. L'image suivante. Voilà, c'est l'image qui, pour terminer, c'est donc, on a parlé du bioclimatique, mais dans le bioclimatique, voilà, c'est pas seulement les entrées du soleil, ça c'est vraiment la vue qu'on a tous les matins à part de notre séjour salon à travers de la baie vitrée. Donc les premiers rayons de soleil qui vont dans le jardin, qui font du soleil sur la végétation. On voit bien, donc tout ça, c'était de l'existant. Il y avait ces murets à l'extérieur qui étaient un peu voilà, pris par la brousse. On a commencé à les entretenir, à faire notre petit potager. Et entre les petits murets, on a créé une petite brèche qui nous donne une vue sur un prunier qui actuellement est en fleurs. Donc, si on parle aussi donc, de l'intégration dans son environnement, c'est toujours comment on le voit de l'extérieur, donc la maison, comment elle s'intègre dans le terrain, mais c'est aussi tout ce qui se fait après, une fois qu'on est dedans, et comment on prend soin aussi donc, de l'environnement d'extérieur, et comment ça apporte aussi donc, un confort, une qualité pour l'habitat. Donc voilà, tous les matins, on ouvre les rideaux et on a cette vue-là. C'est vrai que c'est une qualité qui est chouette et qu'on peut aussi trouver sur des terrains plus petits. C'est sûr que c'est pas ça, mais c'est autre chose. Je pense que c'est surtout cette idée qu'il y a un prolongement donc, de l'intérieur vers l'extérieur qui valorise aussi donc, le terrain autour de la maison ou devant la maison. Voilà. Pour moi, voilà, c'était le petit exemple donc, qui me sert souvent pour d'autres projets, pour d'autres conceptions, pour montrer que la maison bioclimatique, elle n'a pas besoin d'être construite donc, comme une construction neuve, même si la construction neuve peut avoir d'autres avantages, donc comme des parois plus performantes, etc. Mais il est quand même possible, tout en respectant le bâtiment ancien, tout en respectant, on va dire, son caractère patrimonial, l'architecture verniculaire, d'ajouter quelques éléments qui permettent à avoir une maison qui s'intègre totalement dans son environnement et dans l'architecture et qui apporte quand même des qualités donc, de la conception bioclimatique. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, une petite question. Quelle est la différence, notamment sur le plan thermique, entre un enduit chaud ou un enduit chaud-chanvre sur la brique monomure en intérieur-extérieur? Voilà. Alors déjà, un monomure de 37,5, c'est quelque chose qui est très, très performant. Après, c'est sûr, vous êtes sur la terre cuite. Donc, c'est sûr que malgré la performance, la surface peut être un peu froide quand il n'y a pas beaucoup de rayonnement de chaleur à l'intérieur de la pièce. Donc, on peut bien sûr appliquer aussi un chaud-chanvre sur un monomure.
Après, est-ce que ça vaut le coup? C'est vraiment plus la partie sentie voilà, où on a un petit plus encore au niveau de la correction thermique, comme on dit, parce que la performance déjà du monomure 37.5, attention, ça dépend aussi un peu des qualités des briques, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes performances. Mais bon, à part ça, ça peut apporter un petit plus. Après, franchement, c'est un choix. C'est un choix aussi au niveau de coût, parce que c'est sûr qu'un chaud-chanvre, ça coûte un peu plus cher, c'est un peu plus difficile à appliquer. Il faut donc toujours faire sans corps d'enduit plus un enduit de finition. Mais c'est plus, à mon avis, un choix personnel. Il faut aussi voir, est-ce que c'est plutôt au côté nord, où là, donc, on a peut-être encore plus de déperdition, ou est-ce que c'est plutôt au côté sud, où peut-être déjà avec le paroi en monomure, on a assez de performance. Voilà, donc sur les enduits, c'est toujours pareil. Il y a une question donc aussi, qu'est-ce qu'on conseille comme enduit? Moi, je conseille aussi de travailler avec la terre. Donc, on a souvent sur les chantiers, on doit extraire de la terre pour faire les fondations. Si ce n'est pas sur pieux, comme dans les exemples que Nicolas a montrés. Donc, quand on extrait la terre, souvent, si on fait appel aux artisans qui sont un peu plus spécialisés dans la construction de terre, on voit que cette terre permet quand même de faire des enduits et ça pratiquement sans vraiment les transformer. Donc, on peut prendre la terre qui vient directement du chantier. Après, il faut peut-être apporter un peu de sable, un peu d'autres choses, un peu de végétal, des copeaux de chanvre ou de la paille pour avoir un lien à l'intérieur. On parle beaucoup du chaud chanvre, mais on peut aussi bien travailler avec la terre, ce qui est moins cher. Et dans la terre, on va dire, on apporte moins d'énergie, il y a moins d'énergie grise dedans qu'on a besoin donc, pour la transformation. Il y a moins de transport si on prend vraiment la terre sur place. Le seul inconvénient, c'est que la terre, donc, ça a besoin un peu de savoir-faire et ça a besoin un temps assez important pour le séchage. Ouais. On peut peut-être ajouter quelque chose sur les enduits. Il y a différents types de chaux et pour des enduits extérieurs comme intérieurs sur des murs porteurs soit en terre, soit en moellon, l'idéal, c'est une chaux aérienne. En fait, vous avez la chaux aérienne, vous avez la chaux hydraulique. La chaux aérienne naturelle, hein, c'est une chaux qui fait sa carbonatation, autrement dit qui durcit au contact de l'air et qui a une carbonatation lente, mais qui assure vraiment à la fois une perspirance au mur et une bonne étanchéité à ce mur. En revanche, la chaux hydraulique, c'est une chaux qui est adjuvantée, qui est assez proche finalement du ciment et qui ferme le mur et qui le rend étanche à l'humidité et donc qui rend plus compliqué la migration d'humidité d'intérieur vers l'extérieur. Cette chaux hydraulique, elle est plus souvent, enfin, elle est recommandée pour les dalles, les carrelages, enfin, la pose des carreaux de terre cuite, les choses comme ça. Éventuellement certains soubassements qui seront en contact avec des éléments un peu humides, mais moi je la déconseille en utilisation d'enduit. Alors, il faut trouver des maçons qui savent faire des enduits traditionnels, avec du sable traditionnel, avec un peu de fine d'argile, parce que c'est un savant mélange, hein. Alors, il y a des formules toutes faites hein, chez les marchands d'enduits, formule un peu technique, mais on a la possibilité de le faire tout seul en mélangeant un certain nombre de sables. Et il faut que ces sables comprennent une granulométrie variable, parce qu'un sable qui est uniforme dans sa granulométrie, ça n'assure pas l'homogénéité de la structure de l'enduit. Donc il faut éventuellement parfois avoir un peu de mignonnette, un peu de grain un peu supérieur dans le sable, et puis des fines d'argile. Et donc, bon, pour voir si le sable contient des fines d'argile, on laisse à décanter dans un verre d'eau et on voit apparaître la proportion d'argile assez facilement. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est privilégier des chaux aériennes aux chaux hydrauliques. Et quand on n'a pas le choix et qu'on utilise une chaux hydraulique, prendre une chaux hydraulique naturelle, hein, qu'on ne trouve pas partout. Et donc, pour faire la différence, on voit en fait chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, CAEB, sur les sacs à apparaître. Ça, c'est les chaux qu'il faut privilégier.
Au revoir. Bon, c'est peut-être un peu technique, mais c'est important pour la qualité et la pérennité de l'ouvrage. Après, je veux dire, ça, c'est aussi, ça fait partie du savoir-faire, normalement, des artisans qui sont dans la construction, la rénovation écologique, où on peut justement entamer toutes ces questions. Et certainement, il y a aussi des préférences. Donc, j'ai des artisans qui travaillent plus avec de la chaux, plutôt la chaux aérienne, bien sûr, et d'autres qui disent, ben, pour nous, c'est radical, nous, on va plus ou même que travailler de la terre, parce qu'on trouve qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de terre, il y a beaucoup de chantiers où on extrait de la terre qui permet vraiment de faire des enduits. Encore une fois, attention, si on est pressé de finir ces travaux rapidement et on commence à appliquer des enduits à la terre dans un bâtiment non chauffé en janvier, on peut avoir des mauvaises surprises parce que pas seulement que la terre, mais même aussi la chaux aérienne prend son temps pour sécher. Si c'est en mois de janvier où on a déjà des températures assez froides, une quantité d'humidité dans l'air qui est important, on va encore prolonger le temps de séchage. Et comme ça prend tellement de temps, avec donc la partie végétale, les fibres qu'on met dans l'enduit, donc ça c'est pareil pour le chaud-chanvre, on risque même de créer de la moisissure en surface, ce qui n'est pas méchant, mais qui reste quand même plutôt à éviter. Donc, c'est aussi la planification d'un chantier qui permet de ne se pas retrouver avec ce genre de surprise, donc de bien être conscient. Je commence mon chantier là, et j'applique mes enduits et j'essaie de planifier mon chantier de manière à ce que j'applique les enduits à un moment où c'est plus approprié, donc on va dire entre mars, avril et octobre. Oui, voilà, c'est ça. Ça, la saisonnalité est importante. Il y a deux questions. Il y a une question sur la vigne vierge, sur un mur en pierre avec joint et mortier, terre chaud. Alors, Tancrède parlait des enduits intérieurs, hein, à la terre, hein, je crois, hein, plutôt, hein, qu'extérieurs, même si on peut faire des enduits extérieurs à la terre, hein, on sait faire. Euh, bah, la vigne vierge cohabite pour moi très bien avec un mur de ce type-là. Il n'y a pas de difficulté. C'est des petites ventouses qui vont s'ancrer sur le mur. J'ai habité pendant longtemps une maison avec un enduit à la chaux aérienne recouverte d'une vigne vierge et il n'y avait pas de difficulté. La difficulté de la vigne vierge, c'est qu'elle peut venir avoir tendance à gagner sous les caches-moineaux, là, vous voyez, en partie basse des toitures, et puis s'inviter à l'intérieur de la maison. Donc, il faut régulièrement la couper pour éviter que elle déborde et qu'elle vienne boucher même les gouttières. Il y a une autre question sur la différence entre... alors, je ne retrouve plus. Excusez-moi, pardon. Oui, Je viens compléter le. Je profite qu'on ne soit pas très nombreux pour prendre la parole, si ça ne ouais, vous dérange bien pas. sûr. Pour compléter la question sur la vigne vierge, là, je fais partie d'un projet d'habitat participatif qui est en train de se monter sur Guidel. On rénove de la vieille pierre. Et le premier boulot qu'on a fait, donc on était en lien avec Thiès Braise, hein, qui nous a conseillé D'accord. toutes ces choses-là, c'était de faire tomber le lierre pour entretenir Ouais. les murs. Et le lierre s'incrustait carrément entre les deux parements de pierre. Ouais. Donc, bien sûr, il venait grimper sous la toiture. Et donc là, ça posait vraiment souci. Et on a également retrouvé des racines qui s'étaient vraiment faufilées entre les parements de pierre. Donc là, c'est excessivement dangereux parce que ça Ouais. les écarte, ça fait tout éclater. Et c'est pour ça que je me posais cette question de ce risque-là vis-à-vis de la vigne vierge, si c'est maîtrisable justement, si ça vous paraît maîtrisable ou si c'est un peu risqué s'il y a des joints qui ont mal été faits. En tout La cas, il y rivière, a... voilà, c'est pas du tout le même système d'ancrage Ouais, qu'un lierre. Le lierre, ouais. comme vous l'avez dit, ça filtre dans les brèches, etc. et Mm. colonise une paroi, voire un arbre, avec un système qui est complètement différent. La vigne vierge, c'est un système de ventouse qui accroche plus ou moins bien sur une paroi. Donc, il y a moins d'incidence. Bon, ce n'est Ok. pas une invitation à le faire partout, hein, mais voilà, ça peut être un outil intéressant de végétalisation d'une paroi, notamment plutôt effectivement si elle est en ciment. Enfin, voilà, ça a aussi l'intérêt de la masquer d'avoir un rendu esthétique plus intéressant, hein. Bah, hyper intéressant dans le sens où elle perd ses feuilles aussi l'hiver et du coup, ça Ouais. permet de gagner les calories qui viennent taper sur la paroi et puis de se protéger l'été. Donc, ça a Et creusé. c'est Ok. joli, je veux Et dire, c'est très joli en plus. qui, Ouais. on va dire, qui n'a peut-être pas aussi ou peu de charme
on va dire, une vigne qui change de couleur en printemps, ça pousse en automne, ça devient tout jaune après du rouge. Je veux dire, c'est quand même quelque chose, on vit vraiment avec le temps. Voilà, alors c'est vigne vierge, c'est les hortensias grimpants, c'est les faux jasmins, c'est enfin, des rosiers anciens, des rosiers lianes qu'on peut mettre sur traille. Enfin, il y a tout un dispositif végétal voilà, dont savaient d'ailleurs pour profiter les anciens, hein, notamment pour la gestion de l'humidité en pleine mur. Les anciens plantaient des iris sur les parties les plus humides et qui a la capacité à stocker, à gérer l'humidité sans être pour autant hydrophile, sans pour autant créer un climat qui est délétère au mur, quoi. Ok. Donc voilà. Merci pour vos réponses. Merci. Et juste, je voudrais terminer, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais il faudra qu'on termine bientôt, par une question sur le label, la différence entre maison passive qui n'est pas technique et une maison aux normes maison passive France. Ben, il y a l'approche qu'on a voulu montrer, c'est une approche empirique, simple, mais qui permet justement, le cas échéant, d'obtenir un label. Et ça peut être maison passive, ça peut être passive house, etc. En fait, c'est le b.a.-ba de la démarche de construction passive. Mais sans se soucier nécessairement à ce stade-là de l'obtention d'un label qui est quelque chose de plus normé. Peut-être on peut dire que si on veut vraiment avoir la maison passive labellisée, on pousse vraiment le curseur au plus loin et c'est vraiment là où on peut dire si on a ce maison labellisée, mais qu'on arrive aussi à construire sans label, on va dire, mais on n'a plus besoin de chauffage. Donc, Ouais, c'est vrai c'est ça. qu'on peut, avec peut-être dans la ventilation double flux, on peut ajouter des résistances thermiques qui préchauffent l'air, mais vraiment avec une consommation minimale. Donc, si c'est vraiment ça le but de la construction, oui, on pousse le curseur vraiment vers la performance technique, thermique. Mais après, c'est souvent dans l'existant, si on fait vraiment dans la rénovation, je dis toujours, faites attention parce qu'on est dans l'existant, on est dans le bâtiment où on veut aussi apporter quelque chose au bâtiment. Et si on cherche que de la performance dans un bâtiment en pierre, je dis toujours ça, c'est déjà ça va coûter très cher. Et est-ce qu'on fait du bien au bâtiment? Parce qu'on peut faire du bien aux habitants, mais quelque part, il faut que c'est quelque chose, on fait du bien au bâtiment et ça fait que le bâtiment nous fait aussi du bien. Tout à fait. Il y a une question aussi sur la question de la serre de captation dans une maison en pierre. Quelle largeur et longueur nécessaire pour être efficace? Ben, c'est très dépendant de la configuration de la maison, de sa hauteur. Voilà, idéalement, si on a une maison tout en longueur, c'est bien de la doubler sur toute la longueur d'une serre, mais on n'a pas toujours la potentialité. Et ça dépend aussi de l'orientation de cette maison, hein. On peut faire des études thermiques sur ce genre de choses, hein. Oui, C'est faisable. Donc, de calculer combien de surface, combien de volume, quel apport solaire ça fait, quelle température. C'est tout ça, on peut mesurer, mais c'est souvent aussi le bon sens qui nous dit qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour la maison, pour se sentir bien, et à quel endroit, combien d'ouverture, et toujours aussi dire voilà, la serre de captation, c'est une chose donc, pour gagner de la chaleur, mais qu'est-ce que ça présente pour nous, ce serre de captation? C'est aussi un lieu sur lequel on se sent bien, on va dire, en hiver quand il y a quelques rayons de soleil, dans la mi-saison. Et c'est important aussi que ce même endroit, on peut l'ouvrir grand quand on se sent même bien en été sans crever de chaleur. Voilà. Le risque étant de se sentir tellement bien qu'on souhaite chauffer cette serre de captation. Et il y a plein d'exemples comme ça de bâtiments qui ont été pervertis. C'est-à-dire que d'une serre de captation, on en fait une pièce principale. Et donc là, ben, on voit très bien les limites de l'exercice. Si on se met à chauffer, c'est des déperditions, etc. Donc il faut la dimensionner, en effet, et la vivre comme une serre de captation, comme un préau, finalement, ou un espace généreux supplémentaire, un espace capable qui permet à mi-saison, enfin, dès qu'il y a un peu de rayon, d'être bien, quoi. C'est une générosité offerte à la maison. Ou même, je veux dire, dans la conception, je trouve souvent dans la rénovation des exemples où les gens ils se sont créés une pièce supplémentaire, genre véranda, devant le séjour existant, avec une certaine profondeur. Et ce pièce-là, il est très confortable, il est chouette, seulement il met tellement à l'ombre le séjour existant parce que dès qu'on apporte un volume devant, ou peut-être pas toute la
surface de toiture est vitrée, on met quand même quelques panneaux opaques, etc. Et justement, ça va toujours avoir un effet sur la partie existante. Si on n'ouvre pas plus encore la façade entre donc, ce serre bioclimatique ou pas et l'existant. Donc, moi, je rencontre régulièrement des projets où les gens, ils ont acheté une maison, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire avec, et on voit bien qu'il y avait l'intention d'ajouter quelque chose, des vents où on trouve plus de confort, mais qui fait toujours un inconvénient sur l'existant parce qu'on n'a plus assez de lumière. Et là, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre la partie qu'on ajoute, qui apporte aussi une partie de plus sur la partie existante. Si on crée quelque chose d'évent avec tout le confort qui met à l'ombre, mais vraiment dans le mot propre, la partie derrière, ça, c'est pas le bon choix. Bon, je pense qu'on peut terminer là. Il est 11h52. Donc, merci beaucoup, Nicolas. C'était très chouette. Merci pour le diapo, toutes les explications. J'espère que la situation sanitaire nous permet donc de faire prochainement plus de choses ensemble, de revenir aussi sur la forme atelier, de mettre en valeur toutes les expositions que le CAE a déjà créées. J'espère, ouais. Vraiment présenter, c'est vraiment dommage. On a travaillé aussi sur une maquette d'urbanisme et je suis attristé au moment où on voulait vraiment le présenter. Ben, le Covid est arrivé. Donc, il est à l'Écopole. Je pense qu'on va refaire une inauguration dès que la situation le permet. Merci à vous tous d'avoir participé malgré ce format voilà, un peu différent. Merci à Aude pour la partie technique. Et ben, je vous souhaite tous un bon samedi, un bon week-end. Merci à vous. Merci Tancred. Merci Aude. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Tancred, merci Nicolas. Et pour information, le diaporama, enfin le replay sera disponible parce que je vois que c'est une demande qui a été faite. Voilà. Super. Bon week-end à tous. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.